Je m'appelle Chloé Dubois, et aujourd'hui aurait dû être le point culminant de mon parcours académique, le jour de la remise des diplômes. J'avais compté les jours pendant des mois, investissant sueur et larmes dans mes études pour mériter ce moment. À chaque séance d'études nocturnes et à chaque examen que je réussissais, j'étais fier de savoir que ma famille serait là pour célébrer mon succès. Ou, du moins, c'est ce que j'espérais. En enfilant ma toge de diplômé, une vague d'excitation m'a envahi. J'avais tout vérifié 2 fois, mon mortier, ma tenue de cérémonie et le discours soigneusement préparé que j'allais adresser au monde. C'était l'aboutissement de 8 longues années, et j'étais prête à montrer à tous le fruit de mon travail acharné. Mais en jetant un œil à mon téléphone, un malaise familier s'est insinué en moi. J'avais envoyé d'innombrables rappels concernant aujourd'hui, mais en retour, je n'avais reçu qu'un silence de mort et des textos vagues faisant allusion à des événements et des distractions qui pourraient facilement éclipser mon grand jour. Le fait que Léo, mon jeune frère, organisait aujourd'hui un barbecue dans le jardin pour ses amis, avec musique, bonne nourriture et rire, n'aidait pas. Le genre de scène que j'avais longtemps imaginé serait la mienne. La pensée que ma famille choisisse une fête pour lui plutôt que ma remise de diplôme m'a noué l'estomac. J'avais besoin d'eux. Je désirais ardemment leur présence. Ma famille était-elle en train d'oublier le jour le plus important de ma vie? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser les pensées anxieuses. Je méritais ce moment, et j'étais déterminé à ne rien laisser le gâcher. Alors que l'heure de la cérémonie approchait, je sentais une angoisse croissante enfouie sous l'excitation. Je me suis dirigé vers l'auditorium, entouré d'autres diplômés débordant de joie et de rire. Ils partageaient des histoires de leur famille qui avaient voyagé de près ou de loin pour assister à cette étape importante. J'ai forcé un sourire en me tenant parmi eux, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'étaient les sièges vides que je commençais à anticiper. Une fois à l'intérieur, j'ai pris ma place parmi les diplômés, le cœur battant à tout rompre. Mes yeux parcouraient la salle, cherchant les visages familiers de mes parents. J'étais certaine que s'ils se montraient, tout me semblerait instantanément normal à nouveau. Mais chaque seconde qui passait semblait durer une éternité. Je me sentais nu sous le regard de la foule, attendant désespérément un signe qu'ils se souciaient de moi. Finalement, le professeur Durand, le doyen de l'école, s'est avancé sur scène pour commencer la cérémonie. « Bienvenue, diplômé », s'est-il exclamé, sa voix résonnant dans l'auditorium. J'ai applaudi avec tout le monde, le cœur serré. Comment pouvais-je célébrer sans ma famille pour me voir traverser cette scène? Le moment pour lequel j'avais tant travaillé me semblait incomplet. Alors que les orateurs commençaient à appeler les noms, j'ai senti une tempête d'émotions monter en moi. Mon moment est arrivé, et je suis monté sur scène, sous les feux des projecteurs. J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à faire de ce jour un moment mémorable malgré tout. Mais en regardant le public, mon sourire s'est estompé. J'ai repéré une table vers le fond où les amis de mon frère Léo étaient rassemblés, bière à la main, riant et criant. J'ai ravalé mes larmes en imaginant ma famille se mêlant à eux au lieu de me soutenir. La prise de conscience a été brutale. Mes parents, et surtout ma mère, avaient choisi un barbecue plutôt que de voir leur fille atteindre ses rêves. Quand je suis finalement descendu de la scène, un faux sourire plaqué sur le visage, j'ai été accueilli par des applaudissements, mais tout ce que j'entendais, c'étaient les échos de l'absence de ma famille. Le monde autour de moi est devenu flou, et je me sentais désorienté, comme si je venais d'être projeté dans une autre réalité. Un rapide coup d'œil à mon téléphone n'a révélé que de la négligence. Aucun message, aucun appel, rien de la part de ceux sur qui j'avais autrefois compté pour mon soutien. L'amertume m'a envahi, laissant une traînée de douleur qui semblait trop profonde pour être ignorée. Je devais affronter cette froide vérité. Ma famille m'avait abandonné lors de ce qui aurait dû être un jour triomphal. Le cœur lourd, je me suis dirigé vers le parking après la cérémonie, me sentant vide. Je ne voulais pas seulement disparaître, j'en avais besoin. Ce jour était censé marquer le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Mais la réalité à laquelle j'étais confronté était que j'allais toujours rester dans l'ombre de l'attention de ma famille. Que devais-je faire maintenant? Rester et jouer le rôle d'une fille oubliée, ou finalement abandonner l'espoir qu'il changerait un jour? La décision se rapprochait. Tout ce que je savais, c'est que je ne laisserais pas cette douleur me définir. Assise dans ma voiture, regardant les rues animées de Lyon, je me sentais comme dans un brouillard. La cérémonie de remise des diplômes était terminée, mais l'isolement qui m'enveloppait ne faisait que commencer. J'ai serré le volant fermement, m'efforçant de respirer. Mon esprit était assailli par les images de la journée, les applaudissements,
les sourires de mes camarades, et l'absence écrasante de ma famille. J'étais censé me sentir accompli, mais tout ce que je ressentais était le vide. À chaque klaxon des voitures qui passaient, un murmure grandissait dans ma tête. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Soudain, des souvenirs de nuits blanches passées à étudier, d'heures sans sommeil à préparer les examens, et les espoirs que j'avais nourris ont défilé devant mes yeux. J'avais tant sacrifié pour ce moment. Et pourtant, j'étais là, me sentant invisible et indigne, un fantôme dans ma propre vie. Dans ce moment de lucidité, j'ai réalisé quelque chose. Ma famille avait choisi d'ignorer l'importance de mes réussites, et j'en avais assez de laisser leur indifférence dicter ma valeur. Je ne pouvais supporter l'idée de me morfondre dans un endroit qui ressemblait plus à une cage qu'à un foyer. Je devais me libérer, couper les liens qui me rattachaient à un passé qui ne reconnaissait pas mon existence. Le cœur battant et l'esprit décidé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes contacts. Je me suis arrêté sur le nom de Léa Martin. Elle avait été un phare de soutien tout au long de mes années à l'université, toujours encourageante, croyant toujours en moi. Elle était la seule voix qui résonnait de compréhension. Je lui ai envoyé un message rapide, « Je pars. J'ai besoin de prendre un nouveau départ. Peux-tu m'aider ?» Avant même de m'en rendre compte, ma décision était prise. Je me dirigeais vers le sud, loin de Lyon et des souvenirs qui me hantaient. Je voulais une page blanche, une chance de me réinventer et de forger une nouvelle identité, une qui ne porterait pas le poids des attentes de ma famille, ou de leur absence. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. J'ai tourné la clé dans le contact, et ma voiture a rugi. En quittant le parking, j'ai senti le poids se soulever de mes épaules. Mon voyage à venir était incertain, mais il m'appartenait de le façonner. J'entrais dans l'inconnu, armé de détermination et de la promesse d'une indépendance retrouvée. Je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Le trajet vers Marseille semblait surréaliste. À chaque kilomètre parcouru, je sentais non seulement la distance physique avec Lyon, mais aussi une séparation émotionnelle avec mon passé. La ville se profilait à l'horizon, une métropole vibrante pleine de promesses et d'opportunités que j'étais enfin prête à saisir. Mon cœur battait d'excitation, et pour la première fois, je me sentais maîtresse de mon destin. Quand je suis arrivé, le charme unique de Marseille m'a emporté. Les rues vallonnées, les maisons colorées et les emblématiques calanques semblaient m'accueillir à bras ouverts. En m'installant dans mon nouvel appartement, minuscule mais baigné de la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres, j'ai pris un moment pour tout absorber. Je n'étais plus la fille éclipsée par sa famille. J'étais Chloé Dubois, prête à tracer mon propre chemin. Je me suis rapidement mise à postuler pour des emplois. Ma formation en technologie de l'université m'a donné une base solide, mais ce sont ma détermination et ma nouvelle voix qui m'ont vraiment distingué. Presque immédiatement, j'ai décroché un entretien avec une jeune pousse prometteuse. Et pendant notre conversation, je me suis senti pleine de pouvoir. J'ai parlé avec passion de mes idées et de mes projets précédents, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti valorisé. Les jours suivants ont filé à toute allure alors que je naviguais dans le tourbillon de la recherche d'emploi et de l'installation en ville. Et puis j'ai retrouvé Léa Martin pour un café. Une semaine plus tôt, nous n'étions que des amis virtuels, mais maintenant elle était là pour me soutenir en personne. Nous avons trouvé un petit café pittoresque niché entre des bureaux de technologie, plein d'énergie et de créativité. Honnêtement, Chloé, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment là, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Tu l'as fait. Tu es parti et tu as commencé une nouvelle vie. C'est incroyable. Alors que nous partagions nos histoires autour de tasses de café fumantes, je me suis ouverte sur mes espoirs et mes craintes. Léa a écouté, sans jamais m'interrompre, et a plutôt offert des encouragements et ses propres rêves pour l'avenir. C'était rafraîchissant de partager cet espace avec quelqu'un qui comprenait vraiment. Peu de temps après, la nouvelle est tombée. J'avais le poste. L'entreprise lançait un nouveau produit technologique visant à faciliter la vie des citadins. Je n'en croyais pas ma chance. Ce jour a marqué un tournant dans ma vie, un qui signifiait mon engagement envers l'indépendance et la croissance personnelle. En sortant de mon nouveau lieu de travail plus tard ce jour-là, j'ai contemplé la ville animée qui m'entourait. C'était à moi de l'explorer. J'étais rempli d'une énergie nouvelle, prête à relever tous les défis qui se présenteraient. Les ombres de mon passé s'estompaient de plus en plus au loin. Pour la première fois, mon cœur était léger. J'avais pris des mesures audacieuses, refermant le chapitre d'une histoire douloureuse.
Et en embrassant cette nouvelle vie, j'ai finalement compris que j'étais l'auteur de mon propre récit. J'étais libre, et le monde attendait mon prochain coup. Alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à Marseille, l'inattendu a commencé à frapper à ma porte. Mon travail à la jeune pousse était exaltant, et j'étais entièrement immergé dans le monde trépidant de la technologie. Mais même si je m'épanouissais professionnellement, une tension sous-jacente couvait sous la surface. Une semaine après avoir commencé mon nouveau rôle, je suis arrivé tôt au bureau pour préparer une réunion d'équipe. Mes pensées fusaient d'idées, et j'étais impatient de présenter mon travail sur le lancement du nouveau produit. En me versant une tasse de café, j'ai surpris des bribes de conversation de collègues dans la salle de pause. Ils riaient et se remémoraient leur famille, racontant des histoires qui me semblaient si familières, des histoires auxquelles j'avais l'habitude d'appartenir. Cela m'a frappé comme un éclair. Bien que j'ai fait le difficile travail de m'éloigner de ma famille, dans des moments comme ceux-ci, il était clair que les échos de mon passé persistaient. J'ai pensé à mon jour de remise de diplôme et au vide émotionnel laissé par leur absence. J'avais prévu de tout laisser derrière moi, mais le poids de cette douleur non résolue s'accrochait toujours à moi. Plus tard dans la journée, assise dans la salle de réunion, j'ai réalisé que je devenais partie intégrante d'une nouvelle famille au travail. Mais la vulnérabilité planait toujours. Écouter mon patron, Antoine, et mon collègue, Daniel, plaisanter sur les réunions de famille a ravivé mes anciennes blessures. Au fur et à mesure que la réunion avançait, j'ai essayé de me concentrer sur les tâches à accomplir, contribuant aux discussions sur l'expérience utilisateur et les spécifications de conception. Mais une pensée lancinante s'est immiscée dans mon esprit. Que penserait ma famille de moi maintenant? Était-il même au courant de mon nouveau succès? C'était frustrant de réaliser que malgré tous mes efforts, j'étais toujours empêtré dans leurs souvenirs. Après une journée particulièrement intense, alors que je rentrais chez moi à travers les rues animées remplies du chaos délicieux de la vie urbaine, mes pensées se sont tournées vers Léa. Elle avait été mon ancre solide, m'encourageant toujours à surmonter les moments difficiles. J'ai décidé de l'appeler, espérant y trouver un peu de clarté et de force. « Salut Chloé, comment ça va ?» dit Léa, sa voix illuminant la ligne. « Ça va bien, mais, j'ai hésité. J'ai sans cesse ces moments où je repense à ma famille et ça me frappe durement. Je pensais que je tournais la page, mais je ressens toujours cette attraction. C'est tout à fait normal, m'a-t-elle assuré. Recommencer à zéro n'efface pas le passé. Il s'agit d'apprendre à le laisser te façonner pendant que tu construis un nouveau récit. Ces mots ont résonné en moi, et pour la première fois, je me suis sentie comprise. Je devais affronter ces sentiments, pas les fuir. Reconnaître mon passé faisait partie du véritable processus pour aller de l'avant. En terminant l'appel, je me suis senti quelque peu libéré. J'ai réalisé que mes expériences passées avaient fait de moi la personne que j'étais maintenant, me donnant force et sagesse. Je n'avais pas besoin d'oublier ou d'effacer, je devais simplement accepter. Le lendemain matin, avec une détermination renouvelée, j'ai abordé la journée prête à affronter à la fois les défis et les ombres. J'étais prête à honorer mon passé tout en avançant avec confiance vers mon avenir. Rien ne me retiendrait. J'étais prête à gagner ma place dans mon nouveau monde. Quelques semaines ont filé alors que je prenais mes marques à Marseille. J'avais développé une routine solide au travail, noué des amitiés avec Léa, et je progressais vers mes objectifs. Pourtant, un sentiment lancinant persistait, le sentiment que j'évitais peut-être une partie importante de mon parcours, la douleur non résolue avec ma famille. Puis est venue la nouvelle qui m'a poussé à affronter cette douleur de front. Ma grand-mère, la seule personne de ma famille qui m'avait toujours vu, était décédée. Les funérailles étaient prévues à Lyon. Et malgré tous mes efforts pour m'éloigner de mon passé, la gravité de ce moment m'a ramené dans son orbite. À l'approche du jour, je me suis retrouvé dans un tourbillon d'émotions. Mon cœur était endolori par la tristesse de la perte, mais il palpitait aussi d'anxiété à l'idée d'affronter la famille que j'avais tant essayé de fuir. Une partie de moi voulait assister aux funérailles pour partager mon chagrin avec les autres. L'autre partie était terrifiée à l'idée de se souvenir des moments douloureux qui m'avaient poussé à partir. Le jour des funérailles, je me tenais devant le miroir de mon modeste appartement de Marseille, passant mes doigts sur le tissu de ma robe noire. Ce n'était pas une réunion de famille ordinaire. C'était la première fois que je retournais à l'endroit où je m'étais senti si invisible. Cette pensée me nouait l'estomac. Me reconnaîtrait-il même comme la personne que j'étais devenue? En arrivant à Lyon, les paysages familiers m'ont serré le cœur. L'ancienne maison familiale se dressait là, telle que je l'avais laissée, solide et inchangée,
alors que je me sentais comme une personne complètement différente. Mon souffle s'est coupé quand je suis entré. L'air était chargé de nostalgie et de tension tacite. Les funérailles elles-mêmes furent brèves, solennelles et remplies de murmures de souvenirs. J'ai aperçu ma mère, Sylvie, de l'autre côté de la pièce, échangeant des amabilités avec des parents. Une vague d'anxiété m'a submergé. Elle était là, ma mère, la femme qui n'avait jamais été présente quand cela comptait le plus. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle pensait de la fille qu'elle avait négligée. Après la cérémonie, la famille s'est réunie à la maison pour une petite réception. J'ai senti leurs yeux sur moi en entrant, jugeant, évaluant. Léo était là aussi, mais je n'ai pas trouvé le courage de l'approcher. Au lieu de cela, je suis resté en périphérie, sirotant une boisson, perdu dans la cacophonie des bavardages familiaux. Juste au moment où je pensais pouvoir m'éclipser sans être remarqué, ma mère m'a vu. Son expression a changé, un mélange de choc et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Du soulagement, peut-être. Chloé, dit-elle en se rapprochant. Tu es venue. Je sentais la tension pulser entre nous, mais je me suis occupé avec la pièce, me concentrant sur ce que je devais dire ensuite. Mais alors est venue la confrontation que tout le monde avait évitée. Pourquoi n'es-tu pas venu à ma remise de diplôme? Les mots ont jailli avant que je ne puisse les retenir. Ma voix était stable, mais mon cœur battait la chamade. Était-ce vraiment plus important de célébrer le barbecue de Léo? Le silence qui a suivi était assourdissant. La conversation a cessé et les yeux se sont tournés vers nous. Je sentais leur attente, mais j'étais déterminé à exprimer la douleur qui avait couvé pendant si longtemps. Je n'allais pas laisser passer ce moment. Maman, ce jour était monumental pour moi. Au lieu de cela, j'ai été laissé dans une pièce remplie d'étrangers pendant que vous faisiez la fête pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu t'en souciais seulement? Les mots pesaient lourdement dans l'air, et je pouvais voir le changement dans les expressions de ma famille. Choc, malaise, et peut-être une pointe de regret. C'était ça. Le moment qui pourrait soit mener à la compréhension, soit à un gouffre encore plus grand. J'ai retenu mon souffle, attendant sa réponse. J'étais prête pour une dispute, ou peut-être pire encore, pour qu'elle rejette complètement mes sentiments. Ce qui allait se passer ensuite pourrait tout changer. Le silence pesait lourdement dans l'air, et je sentais le poids du regard de chacun. Pendant un instant fugace, je me suis demandé si j'étais allé trop loin. Mais en regardant dans les yeux de ma mère, j'ai vu un mélange de choc et de peur. C'était une confrontation que j'avais toujours imaginée. Mais maintenant que cela se produisait, j'ai ressenti une montée d'adrénaline et de détermination. Est-ce que tu t'en souciais seulement, ai-je répété, plus doucement maintenant, ma voix tremblant légèrement. Pas seulement de la remise des diplômes, mais de moi? As-tu jamais pensé à ce que ça faisait d'être négligé? D'être toujours celle en arrière-plan, attendant une reconnaissance? Le visage de Sylvie s'est crispé en une grimace, un mélange de confusion et de défense. Chloé. Je sais, ai-je interrompu, le cœur battant. Il ne s'agit pas d'excuses. Tu ne peux pas simplement me rejeter ou rejeter mes sentiments comme tu l'as toujours fait. J'avais besoin de toi. J'en ai encore besoin. Ce jour était censé être à propos de moi, et tu as choisi de l'ignorer. J'ai senti un feu s'allumer en moi, alimenté par des années de frustration et de ressentiment. J'avais tracé mon chemin vers l'indépendance pour découvrir que ma famille était toujours une présence imposante dans ma vie. Il était temps d'arrêter de laisser leurs actions dicter mes émotions. La pièce était silencieuse, à l'exception des légers bruits de pas de la famille qui se déplaçaient mal à l'aise. Je pouvais voir Léo nous regarder, son expression un mélange d'inquiétude et de contemplation. Ce moment n'était pas seulement pour moi. C'était pour chaque cri silencieux que j'avais ravalé au fil des ans. J'ai fait mes valises et je suis parti pour Marseille parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre dans ton ombre plus longtemps. Et même si je prends un nouveau départ, une partie de moi est toujours brisée parce que je voulais que ma famille célèbre ce voyage avec moi. Des larmes ont perlé au coin de mes yeux, mais je les ai refoulées. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais de la compréhension. Mais maintenant, je réalise que je ne peux pas continuer à m'accrocher à l'espoir que les choses changeront. Tu m'as montré maintes et maintes fois que tu accordes plus de valeur aux autres qu'à moi. Et ça fait mal. C'est plus que douloureux. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle cherchait du soutien auprès des autres membres de la famille. Ne devrait-elle pas être celle qui me réconforte?
Finalement, elle a trouvé sa voie. Chloé, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pensais que tu étais heureuse de faire tes propres trucs. Je pensais que la remise des diplômes ne serait qu'un jour comme les autres. Juste un jour comme les autres, m'exclamai-je, la colère montant. Pour moi, c'était l'aboutissement d'années de travail acharné et de sacrifices. Mais il est clair que je ne serai jamais assez pour toi. Mes réussites ne signifient rien si tu ne peux même pas te donner la peine de te souvenir quand elles ont lieu. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne trouverais pas ce que j'avais autrefois espéré, la réconciliation ou même la reconnaissance de ma famille. Au lieu de cela, j'étais confronté à la dure vérité que je devais abandonner ce chapitre pour de bon. Avec une profonde inspiration, je me suis reculé, résistant à l'envie de plaider ou de discuter davantage. J'ai fini de me battre pour ton attention. Je vais de l'avant, avec ou sans toi. Je ne veux pas continuer cette mascarade. Je me suis retourné pour partir, un mélange de chagrin et de soulagement m'envahissant. En marchant vers la porte, je sentais tous les yeux encore sur moi. Mais cette fois, ça ne me dérangeait pas. Je reprenais le contrôle de mon récit. Au revoir, maman, dis-je doucement, la finalité de mes mots résonnant dans ma poitrine. J'espère qu'un jour tu comprendras. En sortant à l'air frais, j'ai réalisé que je m'étais libéré des liens du ressentiment et de la déception. J'étais prête à entrer dans mon avenir, sans fardeau et sans excuse. Marseille m'attendait à bras ouverts, et j'étais déterminé à trouver ma place dans le monde, un endroit où je serais enfin apprécié pour qui je suis. Le matin de la remise des diplômes a commencé comme quelque chose sorti de la vie que je pensais vivre. J'ai aligné mon maquillage sur le comptoir de la salle de bain, répété mon sourire dans le miroir et vérifié mon téléphone pour la 10e fois. Pas de nouveaux messages, juste le dernier de ma mère la veille, nous sommes tellement occupés à tout préparer pour aujourd'hui. Ne stresse pas, d'accord ? Elle avait ajouté un emoji souriant et un petit cœur. Elle n'a pas dit ce qu'était ce « tout ». Elle n'a pas demandé comment je me sentais. J'ai complété le reste de la phrase moi-même, préparé tout pour mon grand jour. C'était la seule chose qui avait du sens. Devant le lieu de la cérémonie, des groupes de familles se formaient sur les marches, tenant des bouquets et des pancartes faites à la main. Je suis resté à l'écart, serrant le bord de ma toge, rafraîchissant mes messages encore et encore, comme si le simple fait de regarder plus attentivement pouvait la faire apparaître. Rien. J'ai tapé « Où êtes-vous assis ?», puis j'ai hésité avant d'appuyer sur le bouton d'envoi. Je l'ai effacé. Je ne voulais pas paraître nécessiteuse. Je me suis dit qu'ils étaient probablement coincés dans les embouteillages. Peut-être que le stationnement était un cauchemar. Peut-être qu'ils étaient déjà à l'intérieur et n'avaient tout simplement pas vérifié leur téléphone. Comment admettre à soi-même que les gens que l'on aime pourraient simplement avoir choisi de ne pas venir ? À l'intérieur de l'auditorium, j'ai balayé du regard les rangées de sièges pendant que le doyen souhaitait la bienvenue à tout le monde. J'ai essayé d'associer chaque chaise vide à une histoire qui n'était pas la mienne. Peut-être qu'ils étaient aux toilettes. Peut-être qu'ils étaient en retard. Mais lorsque les discours se sont éternisés et que les sièges où ma famille aurait dû se trouver sont restés vides, le déni a commencé à avoir un goût de poison. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai pris dans ma main sous les plis de ma toge et j'ai jeté un coup d'œil. Une photo des réseaux sociaux de ma tante est apparue sur mon écran de verrouillage, identifiant ma mère. Mon frère se tenait au centre de leur jardin, une bannière en plastique, félicitations diplômé, derrière lui. Il n'obtenait aucun diplôme. C'était juste une fête. Ma mère se tenait à côté de lui, riant en tenant une assiette remplie de nourriture. L'horodatage de la photo correspondait au moment exact où j'étais censé traverser la scène. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mon nom soit appelé. En traversant cette scène, les applaudissements semblaient lointains, étouffés par la question rugissante dans ma tête, si cela ne suffit pas pour elle, qu'est-ce qui le sera un jour ? J'ai serré des mains, forcé un sourire pour la caméra, et je suis retourné à mon siège, tenant un diplôme qui ressemblait soudain à un reçu pour un accord que seul moi avais honoré. Après la cérémonie, la foule s'est répandue sur la pelouse. Les parents serraient leurs enfants dans leurs bras. Les amis s'étreignaient, pleuraient, posaient pour des photos. Je suis resté seul au bord de tout cela, serrant mon étui de diplôme comme un bouclier. J'ai appelé ma mère. Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Cette fois, quelqu'un a décroché. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était de la musique et des rires. Attendez tout le monde. J'ai besoin d'une photo de l'invité d'honneur,
a dit la voix de ma mère, lointaine mais claire. Ce n'était pas moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne réalise qu'elle avait répondu. Pendant quelques secondes, j'ai juste fixé mon reflet sur l'écran noir de mon téléphone. Mon rouge à lèvres s'était craquelé au coin à force de trop sourire. Allais-je vraiment continuer à prétendre que c'était normal? Que j'étais d'accord pour être l'enfant de secours, la flexible, celle qui comprenait toujours? Sur le chemin du retour vers mon minuscule appartement hors campus, la colère s'est transformée en quelque chose de plus froid, la clarté. Si je restais, je continuerais à graviter autour de personnes qui remarquaient à peine quand je franchissais des étapes importantes seul. Si je partais, au moins le silence serait honnête. Au moment où je me suis garé, le plan avait commencé à se former. Pas une évasion dramatique de film, quelque chose de plus tranchant, de plus intentionnel. D'abord, j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille et j'ai fait défiler des années de messages sur les matchs de Léo, les promotions de Léo, les grandes opportunités de Léo, avec mes réussites insérées dans les interstices comme des pensées après coup. J'ai survolé le bouton « Quitter la conversation », puis j'ai fermé l'application. Partir devait signifier plus qu'un simple pouce appuyant sur « Quitter ». Cela devait signifier démanteler la version de moi-même qu'il pensait posséder. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai écrit une liste, résilier le bail. Transférer les économies. Postuler à des emplois loin. Très loin. Trouver un nouvel endroit où atterrir. Les retirer de tout. Contact d'urgence. J'ai regardé la liste. Un nom familier m'est venu à l'esprit, Léa Martin. La seule personne qui avait toujours traité mes réussites comme si elles comptaient vraiment. L'ami qui était resté éveillé avec moi en appel vidéo pendant la semaine des examens, qui m'avait dit que je valais plus que les miettes d'attention que je recevais à la maison. Je lui ai envoyé un message, je suis sérieuse cette fois. J'en ai marre. J'ai besoin d'une rupture nette. Est-ce que Marseille est toujours aussi loin que ça en a l'air? Sa réponse est arrivée en moins d'une minute, oui. Et tu as un canapé ici jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux. Si tu le fais vraiment, on s'arrangera. J'ai regardé autour de mon appartement, les piles de manuels, les meubles bon marché, le cadre photo sur mon bureau contenant la dernière photo de ma famille réunie. Le sourire de ma mère sur cette photo semblait soudain faux, comme s'il appartenait à une étrangère. Cette nuit-là, j'ai emballé ce que je pouvais faire tenir dans ma voiture, j'ai glissé ma clé sous la porte de mon propriétaire avec un court mot, et j'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Il n'y avait toujours aucun message de ma mère demandant comment s'était passée la remise des diplômes. Alors je lui ai envoyé mon propre message, une seule photo de moi en toge et mortier, debout seul dans l'auditorium vide après que tout le monde soit parti. Pas de légende, pas d'explication. Juste la vérité dont elle ne s'était pas souciée d'être témoin. Puis j'ai mis son numéro en sourdine, j'ai posé le téléphone face contre le siège passager, et j'ai tourné la clé dans le contact. Étais-je en train de fuir ou de finalement quitter un rôle que je n'étais jamais censé jouer? Les kilomètres se sont estompés alors que je conduisais vers le sud, mon ancienne vie rétrécissant dans le rétroviseur. Chaque frontière de département que je traversais ressemblait à une autre corde invisible qui se rompait, un autre lien avec ma mère qui se relâchait. Au moment où j'ai atteint Marseille, l'épuisement s'accrochait à moi comme une seconde peau. Mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau, le soulagement. Léa m'a accueilli devant son immeuble, pieds nus dans des chaussettes dépareillées, les bras grands ouverts. « Tu l'as vraiment fait ?» dit-elle en me serrant dans une étreinte qui a duré un peu plus longtemps que la normale. « Tu es vraiment parti. » Que étais-je censé faire, ai-je répondu. Attendre qu'elle se souvienne que j'existe? Léa n'a pas discuté. Elle n'a pas essayé de défendre ma mère ou de me rappeler que, la famille, c'est tout. Elle m'a juste aidé à monter mes cartons par les escaliers étroits et à dégager un coin de son salon pour ma valise et mes vêtements pliés. La première semaine a été un brouillard de logistique. Je postulais à des emplois pendant la journée, j'envoyais mon curriculum vitae à toutes les entreprises de technologie qui donneraient une chance à une nouvelle diplômée, et je passais les soirées à réécrire ma vie sur papier. Personne à contacter en cas d'urgence, Léa Martin. Proches parents, non applicable. Adresse permanente, Marseille, Bouches-du-Rhône. Chaque formulaire qui portait autrefois le nom de ma mère est devenu un petit rituel d'effacement. Mon stylo survolait les cases où j'écrivais Sylvie Dubois, et je les barrais avec une sorte de satisfaction tranquille. Si elle n'allait pas se montrer quand j'avais besoin d'elle, elle n'avait pas à être la personne que l'hôpital appellerait si je finissais dans un fossé. Il a fallu 3 semaines d'entretien, de refus et d'attente.
Mais finalement, j'ai reçu une offre d'une jeune pousse de taille moyenne qui développait des outils pour l'urbanisme. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Quand la recruteuse a appelé pour dire « Nous aimerions vous intégrer à l'équipe », j'ai failli lui demander si elle était sûre d'avoir la bonne personne. Au bureau, les présentations s'accompagnaient des mêmes banalités. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Votre famille vous manque-t-elle? Je viens de Lyon, répondais-je. J'avais besoin de changement. C'était compliqué à la maison. La plupart des gens hochaient la tête et laissaient tomber. Quelques-uns insistaient, mais j'avais perfectionné l'art de la déviation polie. Comment expliquer que votre mère vous a abandonné le jour de votre remise de diplôme sans avoir l'air d'exagérer? Le soir, je m'asseyais sur le canapé de Léa et je parcourais mes photos. J'ai commencé à supprimer. D'abord les plus faciles, les égoportraits flous, les clichés en double, les captures d'écran aléatoires. Puis je me suis attaqué aux images qui faisaient mal. Ma mère serrant Léo dans ses bras à son anniversaire pendant que je me tenais en arrière-plan. Ma mère l'encourageant à ses matchs. Ma mère souriant au premier rang de ces événements, alors que mes photos de cérémonie de remise de prix étaient des égoportraits dans des miroirs de salle de bain parce que personne n'était là pour les prendre. Une par une, je les ai supprimées de mon téléphone, de mon nuage, de mes réseaux sociaux. Je ne les ai pas supprimées dans un accès de rage, j'ai fait une sélection. J'ai laissé des preuves de ma vie, mes projets, mes pauses café nocturnes pendant les examens, ma nouvelle ville. Je l'ai effacée, non pas parce que je voulais prétendre qu'elle n'avait jamais existé, mais parce que je refusais de continuer à préserver une version d'elle qui ne s'était jamais vraiment montrée pour moi. Parfois, je m'arrêtais, le doigt planant sur le bouton de suppression, et je me demandais, si j'efface ça, est-ce que je mens sur ce qui s'est passé ou est-ce que je dis enfin la vérité sur ce qui comptait? J'ai gardé une photo, ma grand-mère et moi, debout sur son porche, son bras passé dans le mien. Elle était la seule personne qui m'avait jamais regardé comme si j'étais suffisante, exactement comme j'étais. J'ai glissé cette photo dans le coin de mon miroir. Marseille est lentement devenue une vie. Un badge qui ouvrait vraiment des portes. Des réunions où les gens écoutaient quand je parlais. Des soirées pizza avec Léa et quelques collègues. Des matins où je me réveillais et ne vérifiais pas immédiatement mon téléphone pour voir si ma mère se souvenait que j'existais. Mais même en construisant cette vie, il y avait une conscience tranquille qui bourdonnait en arrière-plan. J'avais disparu de son monde. Mais la partie de moi qui voulait qu'elle remarque l'espace vide où je me tenais autrefois, cette partie était encore bien vivante. Le courriel du notaire est arrivé un mardi après-midi, au milieu d'une session de travail intensive. L'objet était court et formel, succession de Marguerite Lefebvre, le nom de ma grand-mère. Mon estomac s'est noué. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Je m'étais dit que je la protégeais des retombées de ma disparition. Mais au fond, j'avais eu peur. Peur qu'elle prenne le parti de ma mère. Peur qu'elle me dise de retourner en arrière et d'être raisonnable. J'ai cliqué pour ouvrir le courriel avec des doigts qui semblaient soudain lourds. Le notaire expliquait que ma grand-mère était décédée paisiblement 2 semaines plus tôt. Il y aurait une petite cérémonie à Lyon. En pièces jointes se trouvaient des copies numérisées de documents pertinents, y compris une note que ma grand-mère m'avait laissée et des informations sur un fonds qu'elle avait créé des années auparavant. J'ai ouvert la pièce jointe. Elle avait affecté une partie de ses économies à un compte d'éducation pour les frais de scolarité et de remise de diplôme de Chloé. Elle avait écrit mon nom de sa belle écriture bouclée. Le fonds était sous le contrôle de ma mère jusqu'à ce que Chloé obtienne son diplôme. Selon le relevé, la plupart de l'argent avait disparu. Les retraits étaient marqués de dates qui coïncidaient étrangement bien avec les dépenses, d'urgence, de mon frère, réparation de voiture, une entreprise qui a échoué, un voyage qu'il devait faire avec ses amis. Ma gorge s'est asséchée. J'ai fait défiler plus bas et j'ai trouvé une note de ma grand-mère au notaire écrite des mois avant la remise des diplômes. Elle mentionnait être soulagée que Sylvie ait dit que Chloé ne voulait pas de grande cérémonie et préférait un petit dîner de famille plus tard. Ma vision s'est brouillée. Ma mère n'avait pas seulement manqué ma remise de diplôme. Elle avait réécrit l'histoire si complètement que même ma grand-mère pensait que je ne voulais personne là-bas. Elle avait utilisé l'argent destiné à soutenir mon éducation pour financer la vie de mon frère, puis avait agi comme si ma remise de diplôme n'était qu'un mardi ordinaire. Combien de fois avait-elle fait ça? Combien de moments avait-elle discrètement modifié, remplaçant mes besoins par ceux de quelqu'un d'autre tout en disant à tout le monde que je n'étais pas du genre à en faire toute une histoire? J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pressé mes paumes sur mes yeux jusqu'à ce que je voie des étincelles.
Quand Léa est rentrée ce soir-là, elle m'a trouvé assise à la table de la cuisine, entourée de pages imprimées. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, laissant tomber son sac et s'asseyant en face de moi. J'ai glissé les documents vers elle. Elle a dit à ma grand-mère que je ne voulais pas d'eux à la remise des diplômes. Elle a utilisé l'argent que ma grand-mère m'a laissé pour mes études pour Léo. Et puis elle lui a organisé une fête le jour même où j'ai traversé la Seine seule. Léa a lu en silence, la mâchoire serrée. « Comment appelle-t-on ça ?» ai-je demandé. « De la négligence ? De la manipulation ? Du vol ? Comment peut-on prendre le moment de son propre enfant et le donner à quelqu'un d'autre, puis dormir la nuit comme si de rien n'était ?» Léa a croisé mon regard. « Que veux-tu faire ?» Pour la première fois, ma réponse n'a pas été un tremblant, je ne sais pas. Je veux qu'elle ressente ce qu'elle m'a fait ressentir, ai-je dit doucement. Je veux qu'elle se réveille un jour et qu'elle réalise qu'elle n'a aucune idée de qui est sa fille parce qu'elle était trop occupée à réécrire ma vie pour qu'elle corresponde à son histoire. Et je veux que tous ceux à qui elle a menti voient la vérité. J'en ai assez d'être la version de moi qu'elle modifie pour se donner une meilleure image. J'ai réservé un vol pour Lyon pour les funérailles. Pas pour renouer les liens, pas pour arranger les choses. J'y retournais pour enterrer ma grand-mère et pour enterrer ce qui restait de la fille que ma mère pensait pouvoir contrôler. Le jour des funérailles, Lyon me semblait plus petite que dans mon souvenir, comme si la ville elle-même se rétrécissait autour de moi. Je me tenais au bord du cimetière, serrant le programme avec le nom de ma grand-mère dessus, et je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Je n'étais pas là pour ma mère. Plus maintenant. La cérémonie était simple et calme, exactement comme ma grand-mère l'aurait voulu. J'ai aperçu ma mère à travers la foule, les yeux rouges, sa main agrippant le bras d'une chaise. Pendant un instant, une douleur réflexe a éclaté dans ma poitrine, l'envie d'aller vers elle, d'être la fille qui arrange les choses, qui facilite la vie de tout le monde. Puis je me suis souvenu des sièges vides à ma remise de diplôme et de la photo de la fête dans le jardin estampillé de cette cruelle petite bannière, félicitations. Après l'enterrement, tout le monde s'est rendu à la maison de ma grand-mère pour la réception. Le salon était bondé de parents tenant des assiettes en carton et des gobelets à moitié vides, échangeant des histoires sur à quel point ma mère avait été, forte, pendant tout cela. Elle a eu une année si difficile, a dit une tante. Entre les revers de Léo et le départ de Chloé. Où qu'elle soit allée. Sylvie nous a dit que Chloé ne voulait même pas de cérémonie. Vous imaginez ? Mes oreilles ont bourdonné. J'ai franchi le seuil de la porte. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Les têtes se sont tournées. La conversation s'est arrêtée. Ma mère s'est figée, son sourire s'effaçant pour la première fois de la journée. Chloé, dit-elle, la voix tendue. Ce n'est vraiment pas le moment. Non, ai-je demandé. Grand-mère a passé des années à économiser pour mon éducation et ma remise de diplôme. Elle t'a fait confiance pour gérer cet argent. Elle pensait que tu me soutenais. Elle pensait que je ne voulais personne à ma cérémonie parce que tu le lui as dit. Un murmure a parcouru la pièce. Les yeux de ma tante se sont écarquillés. Le visage de ma mère est devenu pâle. Tu interprètes mal. J'ai apporté les documents, ai-je dit, la voix ferme. Je me suis dirigé vers le salon, j'ai sorti les pages imprimées de mon sac et je les ai posées sur la table basse. Voici les instructions de grand-mère. Et voici, ai-je dit en tournant vers les relevés, les retraits que tu as effectués aux mêmes dates que celles où tu as publié des photos des voyages et des fêtes d'urgence de Léo. J'ai attrapé la télécommande et j'ai allumé la télévision. J'avais synchronisé mon téléphone plus tôt, au cas où je trouverais le courage de faire exactement cela. Sur l'écran, un diaporama a commencé, une photo de moi en toge sur la scène vide, suivie des clichés du barbecue dans le jardin de ce même après-midi, ma mère posant à côté de Léo, riant sous la bannière. Je n'ai pas ajouté de musique. Le silence était suffisamment assourdissant. Pendant que je traversais cette scène seule, ai-je dit, voici ce que faisait ma mère. Et elle a dit à grand-mère que je ne la voulais pas là. Elle vous l'a dit à tous aussi, n'est-ce pas? J'ai laissé la question en suspens. Mon oncle s'est raclé la gorge. Sylvie, est-ce que c'est vrai? Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a forcé un rire qui sonnait cassant. C'est ridicule. Vous savez à quel point Chloé peut être dramatique. Elle est partie. Elle ne nous a même pas dit qu'elle allait à Marseille. Que étions-nous censés faire? Se montrer, ai-je dit. C'est ce que font les parents. Et si vous ne pouviez pas,
vous auriez pu dire la vérité au lieu de me transformer en la fille ingrate qui ne voulait pas faire d'histoire. Je me suis tourné vers la pièce, pas seulement vers elle. J'ai disparu parce que rester signifiait la laisser continuer à réécrire ma vie, à utiliser mon histoire comme accessoire pour la sienne. Alors, je l'ai effacée de tout, papier, formulaire, photo. Parce qu'elle m'a effacé la première. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Léo s'est agité mal à l'aise, évitant mon regard. Ma tante a de nouveau regardé les documents, les lèvres pincées en une ligne fine. Je pouvais voir que ça commençait à faire son chemin, l'argent, les mensonges, le fossé entre la mère que ma famille pensait connaître et celle qui avait discrètement choisi une fête plutôt que la remise de diplôme de sa fille. La voix de ma mère s'est brisée. Tu ne comprends pas ce que c'est que de tout maintenir ensemble. J'ai fait ce que je devais faire pour cette famille. Vraiment, ai-je demandé. Ou as-tu simplement fait ce qui te faisait te sentir importante? Parce que voici ce que je fais pour moi maintenant. J'ai sorti un mince dossier de mon sac et je l'ai ouvert. Ce sont les formulaires qui te retirent comme personne à contacter en cas d'urgence, comme ma bénéficiaire, comme mon point de contact pour tout ce qui concerne ma vie. J'ai déjà déposé les documents à Marseille pour changer mon nom de famille pour prendre le nom de jeune fille de grand-mère. Après aujourd'hui, légalement et émotionnellement, c'est fini entre nous. Quelques personnes ont opté. Quelqu'un a laissé tomber un gobelet en plastique. Est-ce de la vengeance? Ai-je demandé doucement, plus à la pièce qu'à elle. Peut-être. Mais c'est aussi de la protection. Je ne vais pas continuer à saigner pour quelqu'un qui qualifie mes rêves de jour comme les autres. Ma mère me fixait, son expression s'effondrant au ralenti. Je pouvais voir dans ses yeux le moment où elle a réalisé que je ne bluffais pas, qu'il n'y aurait pas d'appel téléphonique tard dans la nuit où je m'excuserais d'avoir surréagi, pas de retour silencieux la queue entre les jambes. J'étais déjà parti. C'était juste la partie où je la forçais à regarder. Sans un mot de plus, j'ai éteint la télévision, j'ai rassemblé mon dossier et je me suis dirigé vers la porte. Le couloir semblait plus long que dans mon souvenir, bordé de photos encadrées d'anniversaires et de fêtes. J'ai remarqué à quel point j'étais peu présente sur celle-ci. Sur le seuil, je me suis arrêté et j'ai jeté un dernier regard en arrière. Au revoir, maman, ai-je dit. J'espère qu'un jour, quand tu te demanderas pourquoi ta fille n'appelle pas, tu te souviendras que c'est toi qui m'as appris à disparaître. Puis je suis sorti, refermant la porte derrière moi sur la vie que j'avais finalement décidé d'effacer. De retour à Marseille, tout semblait pareil. Même arrêt de bus, même café du coin, même creux dans le coussin du canapé de Léa où je m'asseyais toujours. Mais j'étais différente. Les funérailles, la confrontation, le diaporama, tout se rejouait dans mon esprit comme un film dont j'avais enfin atteint la fin. Pour la première fois, il n'y avait aucune scène que j'aurais aimé gérer différemment. J'avais dit ce qui devait être dit. J'avais montré ce qui devait être vu. Maintenant, il s'agissait de passer à l'acte. Les formalités de changement de nom ont pris des mois, mais le fait de les déposer a été comme d'actionner un interrupteur. J'ai signé les formulaires d'une main ferme, Chloé Lefebvre, le nom de famille de ma grand-mère. La première fois que je l'ai vu imprimé sur un document officiel, un étrange mélange de chagrin et de fierté m'a envahi. À la banque, j'ai mis à jour mes dossiers. Des membres de votre famille que vous aimeriez ajouter comme bénéficiaires, a demandé l'employé. Non, ai-je dit, pas pour l'instant. Chez le médecin, j'ai rempli une nouvelle fiche d'admission. Sous « En cas d'urgence, prévenir », j'ai de nouveau écrit le nom de Léa, puis j'ai ajouté le nom d'un collègue qui était discrètement devenu un ami. La ligne qui disait autrefois « Mère » est restée vide. J'ai passé en revue mon téléphone, supprimant le numéro de ma mère de partout, mon compte de covoiturage, mon dossier des ressources humaines, ma liste de contacts de confiance. J'ai changé mon adresse courriel, j'ai mis en place des filtres pour envoyer tout ce qui venait d'elle directement dans un dossier que j'ai intitulé « Archives », puis j'ai complètement désactivé les notifications pour ce dossier. L'effacer n'a pas été un seul geste dramatique. C'était une série de petits choix délibérés, nom par nom, formulaire par formulaire, souvenir par souvenir. Un soir, Léa m'a trouvé assise par terre, entourée de boîtes à chaussures de vieilles photos et de carnets. « Tu es sûr que ça va ?» a-t-elle demandé, appuyée contre le cadre de la porte. « Je ne brûle rien », ai-je dit. « Je fais juste le tri. » J'ai fait 2 piles. Pile 1, les moments qui me semblaient encore appartenir, rire avec des amis, projets scolaires,
La fois où grand-mère et moi avons fait un gâteau si mauvais qu'il s'est effondré au milieu et que nous l'avons mangé directement dans le moule. Pile 2, les moments qui ne me rappelaient que le fait d'être un accessoire dans ma propre vie, debout derrière Léo sur les photos de famille, assise à l'écart pendant que ma mère se consacrait à sa dernière crise. J'ai remis la deuxième pile dans la boîte à chaussures, je l'ai scellée avec du ruban adhésif et je l'ai glissée au fond de mon placard. Pas détruite, juste hors de portée. Ne crains-tu jamais de regretter ça, a demandé Léa doucement. Chaque jour, ai-je admis. Mais je regrette aussi chaque fois que j'ai attendu qu'elle change. À un moment donné, il faut décider avec quel regret on peut vivre. Les semaines se sont transformées en mois. La vie, la vraie vie, ordinaire, compliquée, a commencé à remplir les espaces que la colère occupait autrefois. Le travail est devenu plus intense. J'ai dirigé mon premier projet. Je riais plus facilement. Parfois, je passais même une journée entière sans penser à ma mère. Et puis un après-midi, un courriel a échappé à mes filtres. L'objet était juste mon nom. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de l'ouvrir. C'était de ma mère. Pas de salutation, pas d'excuses, juste quelques lignes. Elle disait qu'elle avait entendu parler du changement de nom. Elle disait que la famille s'inquiétait pour moi. Elle disait qu'elle espérait que je reviendrais à la raison et que je me souviendrais d'où était ma place. Je l'ai lu 2 fois, attendant que la vieille culpabilité refasse surface, que l'envie de tout arranger me tire en arrière. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'ai pensé à cette rangée de sièges vides le jour de ma remise de diplôme, à la photo d'elle riant devant un barbecue pendant que je traversais la Seine seule, à l'écriture soignée de ma grand-mère sur ses documents, et à la confiance que ma mère avait traitée comme un distributeur automatique. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé une phrase, je me souviens exactement où est ma place, et ce n'est pas là où l'on me traite comme si je n'existais pas. Puis j'ai supprimé le brouillon au lieu de l'envoyer. Certains messages n'ont pas besoin d'être délivrés pour être vrais. J'ai archivé son courriel, réactivé le filtre, et je suis retourné à mon travail. Les gens aiment dire que la vengeance consiste à blesser quelqu'un de la même manière qu'il vous a blessé. C'est peut-être vrai pour certains. Pour moi, il s'agissait de m'assurer que ma mère devrait vivre avec le silence qu'elle avait créé, sans le réconfort de prétendre que c'était mon choix depuis le début. Je n'ai pas envoyé d'ultimatum dramatique. Je ne me suis pas présenté au fait pour me disputer. J'ai simplement cessé d'être disponible pour sa version de l'histoire. J'ai changé mon nom, mes contacts, mon avenir. J'ai effacé toute trace officielle de la fille pour qui elle ne s'était pas donné la peine de se montrer. Et ce faisant, je me suis enfin vu clairement. Parfois, tard dans la nuit, je me surprends à me demander ce qu'elle dit aux gens maintenant. Dit-elle que je suis occupé? Que nous nous sommes éloignés? Que je traverse une phase? Puis je me souviens que je n'ai pas besoin de savoir. Son récit ne me régit plus. J'ai encore des cicatrices de la fille qui se tenait sur cette scène à la recherche d'un visage qui n'est jamais apparu. Mais j'ai aussi quelque chose qu'elle ne m'a jamais donné, une vie où ma valeur n'est pas mesurée à l'aune de ma commodité pour quelqu'un d'autre. Si vous étiez à ma place, si votre mère vous avait abandonné le jour où vous aviez enfin mérité votre moment, continueriez-vous d'attendre dans cet auditorium qu'elle se montre? Où sortiriez-vous, fermeriez-vous les portes derrière vous, et comment seriez-vous à l'effacer d'une histoire dont elle n'a jamais vraiment voulu faire partie?